Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette conférence qui est organisée par l'association WERA et qui porte sur la crise politique au Tigré, qui est une région en Éthiopie. Alors, euh, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter très brièvement l'association WERA pour ceux qui ne connaîtraient pas notre association et nos activités. Donc, l'association WERA a été créée par 4 anciens diplômés, jeunes diplômés de géopolitique et de sécurité internationale de l'Institut catholique de Paris, et dont les contenus s'adressent à tout public, aussi bien les néophytes que des spécialistes des questions géopolitiques ou sécuritaires. Alors, la conférence du jour, comme je vous le disais, porte sur la crise du Tigré, qui est une région d'Éthiopie qui connaît des troubles, notamment depuis novembre 2020. Et afin que vous puissiez comprendre la situation, je vais vous faire un bref état des lieux qui sera complété par nos deux intervenants du jour. Alors, après 27 ans au pouvoir entre 1991 et 2018, le Front démocratique révolutionnaire du peuple, au pouvoir du Front démocratique révolutionnaire du peuple, en 2018, Abiy Ahmed accède aux plus hautes sphères de l'État éthiopien. Donc, le nouveau gouvernement d'Abiy Ahmed est vivement contesté, notamment par les ethnies qui se sont senties flouées par l'ancienne coalition gouvernementale. On a de l'autre côté le Front de libération du peuple du Tigré, qui faisait partie justement de cette coalition gouvernementale et dont l'ethnie tigréenne est minoritaire dans le pays et qui montre de plus en plus ses velléités autonomistes et son hostilité au gouvernement actuel. Euh, En 2019, le parti refuse la fusion avec le Parti de la prospérité d'Abiy Ahmed, et le report des élections pour cause de Covid n'ont fait qu'accroître le ressentiment du FLPT vis-à-vis du gouvernement fédéral éthiopien. Le FLPT s'entend notamment que son influence sur la scène nationale et régionale s'en retrouve fortement diminuée. Le pouvoir fédéral, quant à lui, entend garder la main mise sur cette région, et les pressions sur le Tigré et sur l'FLPT se font de plus en plus fortes. Le 4 novembre 2020, l'offensive est lancée contre les dissidents tigréens. Et bien que les forces gouvernementales ont assuré avoir mis un terme à ces affrontements à la fin novembre, force est de constater que la réalité du terrain est tout autre et que des massacres de population ou des affrontements sporadiques entre les entités ont toujours lieu. Je prendrai l'exemple d'il y a quelques jours quand un hélicoptère de l'armée fédérale éthiopienne a été abattu notamment par un manpad. Donc, nos deux intervenants du jour, qui tâcheront de vous donner une vision beaucoup plus précise des événements, mais aussi de mieux saisir cette région peu connue des francophones, sont donc Monsieur Stéphane Gompert, normalien énarque, mais aussi ancien ambassadeur de France en Éthiopie et en Autriche, et conseiller du Fonds à impact investisseurs et partenaires, qui a publié notamment un ouvrage dernièrement qui s'intitule Apologie du futur et qui est paru aux éditions L'Harmattan en janvier 2021. Nous accueillons également Monsieur Marc Fontrier, colonel des troupes de marine et docteur en études africaines et spécialiste de l'Afrique de l'Est. Il est également diplômé de l'Institut des langues orientales en arabe littéral, Amharique, Somalie, et diplômé en islamologie, ainsi que de l'École des langues orientales anciennes. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'Éthiopie, mais pas que, dont La chute de la junte militaire éthiopienne 1987-1991, paru à l'Harmattan en 1999, et L'Éthiopie, le choix du fédéralisme ethnique, chronique du gouvernement de transition 1991-1995, paru une fois encore à l'Harmattan en 2012. À présent, je vais laisser la parole à ma collègue Alizé Susinski qui posera les questions à ces messieurs. Pour le bon déroulement de cette conférence, je vais vous demander bien évidemment d'éteindre vos micros et vos caméras afin d'éviter toute interférence tout au long de la durée de la conférence. Vous pourrez poser vos questions à ces messieurs dans le chat Zoom, questions que nous transmettrons à ces derniers par la suite, à la fin de leurs interventions. Je cède donc la parole à Alizé, qui va poser les premières questions à M. Gompert et M. Fontrier. Merci à vous. Merci Alexis. Alors on va commencer cette phase de questions-réponses par par un petit topo sur la contextualisation historique notamment de ce conflit.
et de l'Éthiopie plus en général. Donc, la première question est destinée au colonel Fontrier. Donc, pouvez-vous nous donner les facteurs qui ont conduit à une telle escalade de la violence entre le Tigré et le pouvoir central éthiopien aujourd'hui? La parole est à vous. Voilà, c'est bon. Alors, les facteurs qui ont conduit à une telle escalade de violence, on est toujours étonné quand on voit effectivement une escalade de violence. Maintenant, l'essentiel, je crois, est de bien voir quelles sont, comme aux échecs, la position des pièces au départ du coup. On a affaire à un pays, l'Éthiopie, qui structurellement est un pays fédéral. Il l'était sous les monarques. Hein, l'empereur, comme nous disons en France d'Éthiopie, n'est pas un empereur, c'est un roi des rois. Ça veut dire qu'il y a d'autres royaumes. Ce principe fédéral, c'est un principe qui est quand même quelque part ancré dans la nature éthiopienne, dans le fonctionnement éthiopien. L'élément nouveau, c'est à partir du siècle dernier, le moment où ce qui était une Éthiopie fédérale concentrée sur les deux populations de l'époque qui constituaient l'Éthiopie à l'époque, les gens du Tigray, du Tigré si vous préférez, mais du Tigray plutôt, les Tigrés étant un peuple d'Érythrée, et les Amaras se sont disputés ce pouvoir. Un troisième intervenant est arrivé dans l'histoire il y a quelques siècles même, mais qui s'est impliqué dans les pouvoirs éthiopiens, ce sont les Oromo. Et cette partie à trois, eh bien, elle continue à se jouer à coup de difficultés maintenant, parce que le principe fédéral qui avait été retrouvé avec la mise en place du pouvoir de Meles Zenawi en 1991, s'est effiloché, notamment depuis la prise du pouvoir, tout à fait d'ailleurs légalement, par le nouveau président Abiy Ahmed. Le principe fédéral tenait difficilement parfois, mais tenait quand même parce qu'il y avait une règle du jeu, il y avait une loi fédérale, et la loi fédérale s'appelle la Constitution. Cette Constitution donnait des prérogatives aux uns et aux autres, chacun pouvait s'y retrouver étant donné qu'il était maître en son logis. La problématique nouvelle qui arrive avec Abiy Ahmed, c'est qu'il a voulu, depuis sa prise de pouvoir, resserrer le principe du pouvoir central, resserrer son pouvoir, donc de l'État fédéral, et ceci s'est effectué naturellement au détriment des pouvoirs régionaux. L'Éthiopie étant maintenant constituée des trois peuples dont je viens vous parler tout à l'heure, mais de 10 peuples en tout, hein, de 10 entités ethniques. Cette affaire-là ne marche pas. Le Covid, par là-dessus, a fourni un prétexte pour que les gens du Tigray en particulier se fâchent, et ces gens du Tigray ont une histoire très particulière au sein de l'ensemble éthiopien. Dans un premier temps, ils se considèrent comme à l'origine de l'Éthiopie. À l'origine, il y a 2500 ans, quand le royaume d'Aksum apparaît. Il apparaît au Tigray. Aksum, vous allez en Éthiopie, vous allez visiter Aksum, et c'est au Tigray. Les Tigray ont ce sentiment-là. Et puis, ils ont vécu leur vie tout au long de l'histoire, jusqu'à ce qu'avec l'arrivée au pouvoir de Haïlé Selassie, l'empereur, donc Amara, au début, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu un élan jacobin au sein du pouvoir éthiopien. L'empereur avait été l'élève d'un prêtre français, Monseigneur Jarosso, qui l'avait éduqué dans cette idée de ce centralisme dont nous sommes si fiers, mais qui ne marche pas forcément partout. Et la façon de procéder de Haïlé Selassie s'est fait au détriment des peuples, et non en particulier au détriment d'un peuple, c'est vrai, les gens du Tigray. Donc il y a, de la part des gens du Tigray, une défiance structurelle au regard d'un pouvoir central, Amara ou autre. Amara, c'est quand même ce dont on se méfie le plus, mais autre aussi, parce que le colonel Mengistu, qui avait succédé à Haïlé Selassie, a repris la même politique. Et cette bouffée d'oxygène que ramenait l'idée d'un principe fédéral
eh bien, il tombe à l'eau parce que la situation, de toute façon, est structurellement fragile et elle s'est effritée avec le nouveau positionnement du chef de l'État. En plus de ça, ce chef de l'État n'a pas lui-même, c'est peut-être malheureux de le dire, mais enfin c'est quand même comme ça, une structure personnelle qui est facilement admissible par l'ensemble des Éthiopiens. Hein, il est de maman Amaram et de papa Oromo. Il est musulman dans un pays où le christianisme, notamment le christianisme monophysite, copte comme on dit à tort, mais du rite Wado, est très important culturellement parlant. Et toutes ces choses-là contribuent à soulever des difficultés et à dresser facilement le peuple du Tigraï quand, comme nous l'a dit tout à l'heure Alexis, on ne réagit pas, on réagit mal, on réagit violemment à un certain nombre de ses velléités ou de ses requêtes. Colonel, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous avez coupé votre micro. Là, vous m'entendez plus? Parfait, là c'est bon. Voilà, vous m'avez entendu jusqu'au bout, sinon? Bah, juste les 2-3 mots là à la fin, c'était l'histoire de 30 secondes, on ne vous entendait plus. Bon, d'accord. Oui, j'en ai quasiment terminé. On reviendra sur les choses qui pourraient interpeller ou intéresser les gens qui nous regardent. Très bien, super. Et bien alors, du coup, donc on a bien compris cette complexité du conflit. Et du coup, la deuxième question serait, de contextualisation est destinée à M. Stéphane Gompers. Et du coup, pour rebondir au final à ce que disait le colonel, est-ce qu'on peut parler d'un conflit plutôt politique ou ethnique? Merci, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je vais rebondir sur ce qu'a dit le colonel. Je suis naturellement d'accord avec son analyse. C'est vrai que la situation est très compliquée. Pour ça qu'à votre question, on est tenté naturellement de répondre les deux, mais il faut aller un petit peu plus en profondeur. C'est vrai que l'Éthiopie est une mosaïque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe ethnique? C'est difficile à définir, mais on a quand même un marqueur, même s'il est approximatif, qui est intéressant, c'est les langues. Et il y a plus de 80 langues en Éthiopie. Et quand on dit plus de 80 langues, le colonel en possède, ce sont des langues qui n'ont strictement rien à voir. Quand vous êtes à Addis Abeba est une espèce d'enclave fédérale en pays Oromo, mais donc il y a forcément beaucoup d'Amara, mais il y a aussi beaucoup de Romo, et des consorts d'Addis, on est en pays Oromo, et on passe dans un domaine linguistique totalement différent. Merci en Amara, ça se dit à M. Ganalo, et en Oromifa, ça se dit Galatoma. Ce sont des langues qui n'ont strictement rien à voir, et ainsi de suite. Quand on va dans le sud de l'Éthiopie, le sud, c'est une mosaïque aussi. Vous passez du Wolaïta au Kembata, vous avez simplement une petite chaîne de montagnes, mais pas très haute entre les deux, mais là aussi, ils parlent des langues qui n'ont rien à voir. Donc par définition, c'est compliqué. Le groupe le plus nombreux, ce sont les Oromos. J'ai vu différentes estimations, entre soit 30 ou 40%, enfin peu importe. Ensuite, ce sont les Amaras, qui seraient presque aussi nombreux, mais encore une fois, il y en a plus de 80, et ça rend évidemment le gouvernement d'un tel pays assez difficile. C'est vrai aussi, là je reprends ce qu'a dit le colonel, qu'il y a eu notamment depuis l'Empire, depuis Haïlé Sélassié, surtout une sorte de communisme amara. Et il est intéressant, comme il a noté, de voir que tout en ayant fait la révolution, le colonel Mengistu a suivi, au moins de ce point de vue-là, la même politique, même si les nationalités entre guillemets, étaient reconnues. On voyait même apparaître les langues régionales dans les manuels scolaires. Mengistu a quand même poursuivi une politique très fortement, je dirais même violemment, centralisatrice. Alors là-dessus est arrivée la révolution, initiée par le TPLF, par les Tigréens, par le TBF, donc le Front Populaire de Libération du Tigré, dirigé par Meles Zenawi. Et il y a toujours eu une espèce d'ambiguïté, au moins dans la perception qu'on pouvait en avoir les gens.
Bon, j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour Malais Zenawi. J'étais ambassadeur pendant 4 ans là-bas. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il faisait. On a eu parfois des discussions assez passionnées, mais c'est quelqu'un qui avait une vraie vision de l'avenir de son pays et qui assumait son pays et qui assumait son côté fédéral. Donc, il a vraiment essayé de jouer le jeu d'un pouvoir fédéral fondé sur l'ethnicité, sur les droits des nationalités, y compris d'ailleurs le droit à l'autodétermination. Il n'empêche que lui et son pouvoir étaient perçus par une bonne partie de l'opinion, et notamment naturellement par l'opposition, comme un pouvoir qui restait tigréen. C'est vrai qu'à l'époque de Mélès, les principaux postes, que ce soit Premier ministre, que ce soit chef des services secrets, ministre des Affaires étrangères, étaient tenus par des Tigréens. Donc, il y a une contradiction dont l'Éthiopie n'a jamais réussi à sortir. Sous Mélès, je partage le point de vue du colonel Fontrier, ça a été quand même dans l'ensemble assez bien géré, malgré des soubresauts. J'étais en Éthiopie, j'étais en poste en Éthiopie au moment des élections avortées de 2005. On reparlera de la question démocratique en Éthiopie. Le principal parti d'opposition à l'époque, la Coalition pour l'unité et la démocratie, était un parti très largement amara et centralisateur, donc qui souhaitait un retour à la politique antérieure. Donc c'est une contradiction compliquée à gérer. La notion d'ethnie est d'autant plus malaisée qu'il y a beaucoup de mariages interethniques, naturellement. Donc, pour les Éthiopiens, il est assez difficile parfois de définir une identité. Il n'empêche que cela a assez bien marché jusqu'à l'arrivée d'Abiy Ahmed, apparemment plein de bonne volonté. Il a fait des gestes spectaculaires, mais évidemment, sa montée au pouvoir et les premiers temps de son gouvernement ont ressenti par les Tigréens comme une attaque directe. Et c'est un fait qu'il a mis à l'écart beaucoup de responsables tigréens, certains effectivement qui n'avaient pas été très compétents, mais d'autres qui étaient très bons, mais simplement parce qu'ils étaient tigréens. Et donc le Tigray a pu avoir un sentiment de marginalisation. Et c'est sans doute une des explications de la crise qui s'est matérialisée l'an dernier, notamment lorsque s'est posée la question des élections, alors que là je reprends ce qu'a dit le colonel, et que Abiy Ahmed a décidé de repousser les élections, ce que le TPLF qui est au pouvoir au Tigray n'a pas voulu. Il a organisé ses propres élections, dont la légalité n'a pas été reconnue par le pouvoir central, et ça a été le début du déchaînement de violence. Alors, quel a été le fait déclencheur? Les Tigréens, enfin, le TPLF en tout cas, et ceux qui défendent la thèse du TPLF disent l'armée éthiopienne est intervenue alors que nous avions procédé à des élections démocratiques. Le pouvoir central et ceux qui le défendent disent, et ça paraît relativement vraisemblable, je ne sais pas si le colonel a d'autres informations que moi, qu'il y a eu quand même un massacre de militaires éthiopiens, je crois que c'était le 3 novembre, dans leur caserne, et donc l'opération a été montée par une attaque, a débuté par une attaque assez violente. Et m'a-t-on dit, mais c'est à vérifier naturellement, un certain nombre de ces soldats ont réussi à s'échapper de ceux qui avaient été attaqués et se sont réfugiés en Érythrée. Et ça pourrait être une des origines au moins de l'intervention de l'Érythrée dans ce qui est quand même un conflit interne en Éthiopie. Donc, tout cela pour dire que oui, bien sûr, il y a une marginalisation des Tigréens qui contribue à la dimension ethnique. Il y en a d'autres. Avant la crise du Tigray, il y a eu des troubles très graves en pays oromo. Alors c'est un paradoxe puisque, comme le colonel Foutrier l'a dit, Abiy Ahmed est à moitié oromo, mais il y a eu des violences en pays oromo, notamment dans les universités, sur les campus. Il y a eu une tentative de coup d'État en juin 2019. Il y a eu l'assassinat d'un chanteur, le chanteur Hachalu Hundessa, en juin 2020, assassiné à Addis Abeba. Il y a eu des émeutes dans le sud, notamment à Chachamene. La ville de Chachamene est restée pendant 6 mois sous le contrôle de l'armée. Donc là aussi, l'agitation en pays oromo
a précédé ce qui s'est passé au Tigray. Déjà, la situation n'était pas calme, mais évidemment, la crise du Tigray a donné un coup d'accélérateur à la crise. Donc, c'est un phénomène à la fois ethnique et politique. Il y a des groupes d'intérêt qui sont en jeu. Il y a des perceptions aussi de l'identité, un problème d'identité qui n'est pas résolu et que les Éthiopiens devront bien, le jour venu, si ce jour vient, essayer de résoudre ensemble. Je m'arrête ici. On en reparlera. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est parfait, ça nous a mis bien en contexte pour tout ce qui est de cette crise au Tigré. Et du coup, nous allons passer à des questions relatives à la situation actuelle au Tigré. Et cette prochaine question sera destinée au colonel Fontrier. Donc, à savoir que justement, on en parlait, qu'il y a eu différentes émeutes, exactions qui ont été relayées des différentes parties au conflit. Et est-ce que finalement, de telles exactions ne viendraient pas accroître le désir d'autonomie de l'État tigréen? À vous de répondre. Est-ce que mon micro fonctionne? Impeccable, c'est parfait. Oui. Avant d'en arriver, il faut encore préciser, je vais dans le sens de ce que vient de dire l'ambassadeur Gompert. Il faut vraiment imaginer le fait d'avoir 10 régions ethniques ne veut pas dire qu'il y a 10 entités ordinaires. À l'intérieur du monde Tegraï, dans la région Tegraï, mais du monde Tegraï en général, puisque c'est un monde qui est à cheval sur l'Érythrée et l'Éthiopie. Il y a également nombre de clivages. Des Tegraï ont lutté contre les Érythréens pendant la guerre de 2000. Ça, c'est une chose. Le monde Oromo, c'est un monde qui, par définition, est explosé. Il est explosé depuis toujours. Il est explosé, les lignes de fracture, une partie est chrétienne, une partie est musulmane. Chez les chrétiens, une partie est protestante, l'autre partie est Tewahedo, du rite ordinaire de l'Éthiopie, il y a une petite partie qui sont catholiques. Dans leur façon de vivre, certains sont de tradition nomade, d'autres sont de tradition devenue sédentaire. Ce qui fait que ces gens-là ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Et il y a un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque le gouvernement de Mengistu a été renversé en 1991, vous aviez deux fronts qui ont lutté contre Mengistu. Le front érythréen et son avatar, le front Tegraï, le front du Tigré, si vous voulez, soutenu, armé, équipé et cautionné par l'Érythrée. C'était quoi? Les Érythréens, les Tegraï d'Érythrée, ce sont eux surtout qui ont monté l'affaire, c'est 3 millions de personnes. Les Tegraï d'Éthiopie, aujourd'hui, c'est 4 millions de personnes, tout mouillé. Les Éthiopies, c'est 30 millions de personnes. Eh bien, il faut bien se rendre compte que le Tegraï avait mis sur le terrain 125 000 combattants extraordinairement courageux, qualifiés, compétents, des petits loups. Je les ai vus rentrer dans Addis Abeba en 91. Et à côté de ça, le grand peuple oromo a mis sur le terrain 5000 locteux qui n'ont jamais fait un véritable coup sur le plan armé. Donc, on ne peut pas comparer, il faut bien faire très très attention à ce que nous disent les chiffres et à ce que nous dit la géographie. Ça, c'est un élément essentiel. Alors, il y a autre chose que je voudrais dire et qui va dans le sens de la question d'Alizé. Il y a une partie à trois. Il y a une partie Tegraï qui vient de perdre la main, une main qu'il avait récupérée en 91. Comme vient d'expliquer l'ambassadeur, parce qu'Abiy et les siens, on l'a récupéré. Les siens Abiy, c'est quelques Oromos, c'est quelques Amaras. C'est ça l'affaire. Et entre ces Oromos et ces Amaras, tout le monde ne s'entend pas non plus. D'où les événements de Chachamene, d'où tous ces affrontements-là. Alors, c'est pas comment dirais-je, une convergence des luttes à laquelle on a affaire, c'est une concomitance des luttes. Ce qui rend l'affaire extrêmement compliquée.
et quasiment en l'état, sans grande solution. Alors, est-ce que tout ça, ça va nous amener à une sécession du Tigray? Mais voyons, le Tigray, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est d'abord un centre composé d'Amhara et de Tigray, qui, à la fin du siècle dernier, sous l'empereur Ménilik, ont conquis le reste de l'Éthiopie, c'est-à-dire le pays Somalie, c'est-à-dire le pays Oromo, enfin sud du pays Oromo. Une partie des Oromo étaient déjà en collaboration avec les Amharas, mais pas tous. Et puis, bien sûr, les peuples du sud-ouest, qui sont des populations nilotiques, qui n'ont rien à voir avec l'exercice. Hein. Alors, l'équation, elle est là. Elle est là. Et à l'heure actuelle, on a en fait des gens qui sont tous les uns contre les autres. Hein. Ce à quoi vient s'ajouter, bien évidemment, quelques histoires extérieures avec le Soudan, quelques histoires extérieures, pas si extérieures que ça avec l'Érythrée, parce que l'Érythrée, c'est jamais qu'une province d'Éthiopie sécessionniste qui a eu sa liberté, mais qui n'a pas su quoi en faire, hein, qui s'est retrouvé vainqueur en 91, et tout à coup, le grand vainqueur qui avait tout le prestige de la victoire s'est retrouvé avec l'arrogance de ses chefs, perché sur un tas de cailloux, rien dessus, rien dessous. Alors que l'Éthiopie avait déjà certainement 80 millions d'individus et un potentiel qui n'était pas du tout le même. On est dans quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas en attendre des miracles. Mais maintenant, de là à penser que le Tigray va être sécessionniste, mais qu'est-ce qu'il va faire, ce Tigray sécessionniste? Ces 4 millions d'individus qui vont se retrouver à leur tour sur un tas de cailloux. Hein, on connaît le nord du Tigray est un pays touché par la sécheresse régulièrement. C'est très compliqué d'y faire pousser quelque chose, et quel que soit l'extraordinaire courage qu'ont les gens du Tigray, ils ne sont pas dans la partie la mieux lotie du haut plateau éthiopien. Hein. Quand vous êtes sur le plateau éthiopien dans la banlieue d'Addis Abeba, vous plantez en saison des pluies un manche à balai le vendredi, vous avez un arbre le lundi. Hein. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et là, donc, on a cette partie à trois dans laquelle je ne vois pas très bien comment l'actuel président pourrait jouer quelque chose de malin. Hein. Il n'est pas parti dans cette direction-là. Mais la sécession du Tigray, il y aura des velléités, il y aura des choses comme ça, mais ça durera. Ça ne peut pas durer, ça n'a pas de sens. Il faut comparer ça avec l'histoire de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine a beau essayer de se détacher de l'URSS, nous avons, nous Occidentaux, avec le mauvais génie américain, tendance à vouloir le tirer aussi sans trop le tirer. Eh bien, il n'arrivera jamais à se sortir d'un ensemble, parce qu'à l'origine de la Russie, c'est l'Ukraine. Et là, on est dans la même affaire. Sauf que, comme en Ukraine, Staline avait créé une famine dans les années 40, je crois, je ne sais plus exactement, une famille qui a tué les Ukrainiens, c'est l'Holodomor, et cet Holodomor, l'empereur Haïlé Sélassié l'a reconduit en Éthiopie. Il a fait la même chose en Éthiopie, hein, au Tigray. Alors, comment voulez-vous que les gens du Tigray ne soient pas en train de réagir à ça? C'est évident, c'est évident. Alors, ils ont tort, ils ont raison, ils vont gagner, ils vont perdre. Ça, alors là, je ne lis pas dans le mar de café, mais on est dans cette logique-là. Voilà, Alizé. Merci beaucoup. Donc, on comprend réellement cette complexité dans ce conflit et les multiples acteurs qui justement interagissent dans ce conflit. Et justement, la prochaine question est relative à cette problématique pour M. Gompertz, c'est de savoir, du coup, un conflit qui mobilise autant d'acteurs et d'ethnies différentes, finalement, est-ce qu'il ne tendrait pas vers un conflit, une guerre interethnique? Alors, tout d'abord, j'irai tout à fait dans le sens du colonel. Je ne crois pas du tout à une sécession. Bon, naturellement, comme il dit, on ne peut pas lire dans le mar de café, mais je suis quand même assez frappé, sans connaître l'Éthiopie aussi bien que lui, je suis quand même frappé par le fait qu'on n'entend jamais les gens, même les plus virulents, pour dénoncer le gouvernement central, pour dénoncer les gens d'à côté, pour dénoncer l'ethnie d'à côté, on n'entend jamais ces gens-là tenir un discours de sécession. On ne les entend jamais dire « on veut partir ». Non.
Et si on lit la propagande actuelle du TPLF, il n'est pas question du tout de quitter l'Éthiopie. Ils s'en prennent avec virulence à Abiy, naturellement, ils s'en prennent au pouvoir central, mais ils ne disent pas on va quitter l'Éthiopie. Ils ne tiennent pas le discours que tenait Isaias Afewerki pendant la lutte révolutionnaire, qui voulait effectivement une Érythrée indépendante. Alors effectivement, Érythrée qui s'est trouvée réduite ensuite à un tas de cailloux, ça c'est une autre affaire, mais on n'a pas du tout ce discours ni chez les Tigréens, ni chez les Oromos, ceux de l'armée de libération de l'Oromo, ni chez les Afars qui veulent faire la peau d'Izissa, ni dans le Bénichangul, ni ailleurs. On a des affrontements, on a des hostilités très fortes, et il y en a traditionnellement aussi dans le Sud, on en parle moins parce que ça fait partie un petit peu des traditions, et puis c'est sur une échelle plus limitée, mais ça ne se traduit pas par un désir de quitter l'Éthiopie. Alors évidemment, on nage en pleine contradiction. D'où ma tentative de réponse à votre question, est-ce qu'on risque de déboucher sur une guerre interethnique? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On risque d'avoir assez longtemps des conflits, je dirais, bilatéraux, d'une ethnie à l'autre. Est-ce que Addis Abeba doit s'appeler Addis Abeba comme donc la nouvelle fleur, le terme choisi par les empereurs, ou est-ce que Addis Abeba doit s'appeler Finfine en langue oromo? C'est pareil pour d'autres villes. Donc il peut y avoir un affrontement ou des controverses et parfois malheureusement des bagarres entre groupes ethniques, mais ça reste sur une base bilatérale. C'est pareil, dans le conflit du Tigray actuellement, le conflit revêt une dimension, au-delà de l'intervention de l'armée fédérale en tant que telle, le conflit revêt une dimension de lutte d'une ethnie contre l'autre, dans la mesure où des milices Amhara sont intervenues aux côtés de l'armée éthiopienne ou indépendamment, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, notamment dans l'ouest du Tigray. Mais de là à conduire à une guerre généralisée, d'autant plus qu'on a encore une fois plus de 80 groupes ethniques, que comme disait le colonel, la répartition en États ou enfin en entités ne représente absolument pas, ça paraît très invraisemblable. En revanche, ce qui est hélas vraisemblable, c'est que les violences actuelles ou des nouvelles peuvent continuer encore assez longtemps, parce qu'il y a beaucoup de haine qui peuvent se créer, parce que certains peuvent en profiter, et aussi parce que dans certains cas, et ça, ce n'est pas propre à l'Éthiopie, peut se greffer sur cette dimension ethnique la problématique de la propriété foncière. Et ça, c'est un des problèmes que le pouvoir éthiopien sera un jour ou l'autre amené à soulever et à résoudre. Quid de la propriété foncière? Alors actuellement, la propriété appartient à l'État, mais il y a un système de baux, je ne sais plus quel est le terme local, mais ça ne résout absolument pas la question de l'utilisation de la terre, de la propriété de la terre, et il faudra bien un jour ou l'autre qu'on prenne cette question à bras-le-corps. Une autre dimension qui évidemment, et là j'anticipe un petit peu sur ce qu'on peut peut-être envisager comme, je ne dis pas comme solution, mais comme piste, une autre dimension, est de l'ordre du discours. Je crois que c'est très important, et c'est personnellement ce que j'ai vécu quand j'étais en Éthiopie, quand j'étais en poste en Éthiopie en 2005. Donc je rappelle brièvement, il y a eu des élections, les premières élections démocratiques en Éthiopie. Et je suis convaincu que le pouvoir éthiopien, le pouvoir de Meles Zenawi, a tenté de jouer le jeu. Meles Zenawi nous disait plusieurs fois, on a eu des tas de réunions entre un groupe d'ambassadeurs et lui, il nous disait pour nous, la démocratie n'est pas une option. Ça veut dire on n'a pas le choix, il faut aller vers la démocratie. Alors qu'il y a eu que les élections de 2005 aient été loin d'être parfaites, c'est évident. Il y a eu des trucages. On avait des observateurs de l'Union européenne. Certains nous ont raconté des histoires assez pittoresques. Il y a un endroit où le chef du bureau de vote a gentiment invité les observateurs à venir dîner pendant que le dépouillement se poursuivait. Inutile de dire qu'ils ont refusé. Il y a un autre endroit où on a trouvé le chef du bureau de vote sur le toit du bureau de vote avec l'urne dans la main. Bon, donc il y a eu des cas extrêmes.
le sentiment que nous avons eu quand même, c'est que dans l'ensemble, le pouvoir avait joué le jeu et que ces élections ne s'étaient pas trop mal passées et que le PRDF de Meles Zenawi avait gagné les élections. Bon, là-dessus, il y a eu des voix divergentes, mais personnellement, j'en reste convaincu. Il n'en reste pas moins que l'opposition de l'époque, guidée notamment par la CUD, dont je parlais tout à l'heure, la Coalition pour l'unité et la démocratie, à dominante Amara, a refusé de reconnaître les élections, a refusé de prendre les quelques 30% de sièges qu'elle avait gagnés au Parlement et a refusé de prendre la mairie d'Addis Abeba. Et du coup, il y a tout un discours pas seulement de critique, mais de haine qui s'est développé contre le pouvoir et aussi contre les Tigréens. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, on les surnommait parfois les 11, parce que certains Tigréens ont une scarification sur le visage qui rappelle le nombre 11. Et ce discours de haine a été très largement alimenté par la diaspora. Ça, c'est une dimension, je crois, qui est importante aussi pour comprendre ce qui se passe en Éthiopie. C'est qu'il y a beaucoup d'Éthiopiens qui vivent à l'étranger, beaucoup d'Éthiopiens notamment qui vivent aux États-Unis et qui ont alimenté un climat assez délétère. Et si à l'époque, en 2005, l'opposition a refusé de prendre ces sièges, c'est en grande partie sous l'effet de la surenchère des représentants de l'opposition qui vivaient à l'époque aux États-Unis. Et ça a été, à mon avis, une erreur majeure. Tout cela pour dire que les rancunes ou l'hostilité entre groupes différents, ça risque de durer longtemps. En revanche, une guerre généralisée, je n'y crois pas. La violence peut certainement s'aggraver. Je ne vois pas, on peut naturellement se tromper, hein, mais je ne vois pas le pays éclater. Il va sans doute vivre une crise assez longue, mais je pense quand même que le sentiment d'appartenance, le sentiment national, le sentiment d'appartenance à ce pays fabuleux, qu'est l'Éthiopie, va finir par l'emporter. Combien de temps cela prendra? Combien de victimes? Je m'arrête là. Merci beaucoup pour ces précisions et ces remarques. Ça nous a beaucoup aiguillé, à la fois les propos du colonel et les vôtres qui ont complété ces propos, nous ont bien aidé à comprendre justement le contexte, à la fois le contexte de la situation tigrée et puis ce qui se passe réellement et les influences, notamment de la diaspora sur ce conflit et sur justement les relations entre ces ethnies. Et du coup, là, on va parler de la question de la situation sécuritaire et humanitaire du coup dans la zone du coup cette question est destinée au colonel Fontrier, mais monsieur Gompers, vous pourrez bien évidemment rebondir. Du coup la situation sécuritaire et humanitaire au Tigré en fait semble complètement se fragiliser de jour en jour, avec notamment des départs massifs vers les pays voisins, à l'exemple du Soudan. On note des chiffres très importants de migrants éthiopiens vers le Soudan. Et du coup, est-ce qu'une telle situation de crise, de tels déplacements peuvent-ils au final devenir des facteurs de fragilisation de la stabilité de ces pays-là, enfin des pays dans la région justement, à l'exemple du Soudan? Oui, je ne sais pas si d'abord les fuites vers le Soudan sont aussi nombreuses que les médias qui nous racontent quand même beaucoup de balivernes, par méconnaissance et par souci de trouver un truc à se mettre sous la dent, sont exactes. Je crois que vers le Soudan, il y a effectivement des gens qui vont se réfugier de l'autre côté de la frontière, toujours comme ça quand il y a une guerre, mais je pense que ce sont plutôt des gens du Soudan, du Tigray de l'Ouest. Pourquoi? Parce que l'extrême ouest, les Woreda, les districts qui sont à l'ouest du Tigray, sont les districts qui ont le plus d'Amara et donc qui sont les plus fragilisés par une éventuelle attaque. Et je ne suis pas sûr que les gens qui se réfugient au Soudan soient particulièrement tous des Tigray. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Et notamment dans ce fameux triangle qui est au Soudan et cultivé par des Éthiopiens, il y a également des
des mouvements qui doivent se faire, et il doit y avoir certainement des confusions entre les réticences soudanaises à cette occupation et des gens qui, des secteurs ouest du Tigray, sont en train de bouger pour échapper à la guerre, au massacre, à tout ce qu'on veut, à la guerre tout court. Hein, qu'est-ce que vous voulez, en 1940, les Français qui habitaient dans l'Ouest, ils sont venus se réfugier. J'ai ma tante était partie de Sedan à Laval, hein, parce que ça tirait, ça tombait comme à Gravelotte. Et c'est de la survie, hein, c'est pas non plus, il faut aller chercher midi à 14 heures. Alors, ça c'est une chose. Après, quelque chose qui mériterait peut-être d'être dit, c'est la situation de l'Érythrée. Hein. L'Érythrée, donc, s'est réconciliée avec l'Éthiopie par Abiy Ahmed interposé. Là encore, c'est un truc fumeux. Hein. Abiy Ahmed vient d'avoir le prix Nobel de la paix. Mais les gens du prix Nobel ne savent plus à qui le donner. Hein, entre Bob Dylan et Barack Obama, à peine en place, les Nobel marchent sur la tête. Les Érythréens sont un pays, on peut dire qu'il est ruiné, c'est qu'il ne s'est jamais enrichi, exactement. Hein. Il était pauvre, il a fait la guerre, il a merveilleusement fait la guerre, il a gagné la guerre, des combattants exceptionnels. Le soldat que je suis en témoigne, hein, je les ai vus à l'œuvre, mais ils ont perdu la paix. Hein, ils ont perdu la paix. Et quand ils ont perdu la paix, ils se sont trouvés tout seuls en Érythrée, avec une situation intérieure qui n'était pas facile. Alors, ils ont cherché comment se sortir de là. Le pouvoir érythréen, Issaïas en tête, le pouvoir érythréen a cherché comment faire. Alors, il a cherché des noises à tout le monde. Il a commencé à chercher des noises au Yémen, au sujet des Hanish. Il a cherché ensuite des noises à Djibouti, avec le triangle d'Oumeira, un morceau de désert qui vraiment, il n'y a même pas une daboïta à phare dessus. Et après, eh bien, il a vraiment cherché une bonne fois pour toutes des poux dans la tête à l'Éthiopie avec le triangle de Batmé, Enda Selassie, etc. etc. Bon. Pourquoi? Parce que quand la situation ne va pas bien à l'intérieur d'un pays comme l'Érythrée, eh bien, on va faire vibrer la fibre patriotique et on va trouver un ennemi. Et à chaque fois, on en a trouvé un. Et là, eh bien, je pense que peut-être Issaïas, qui n'est pas au mieux de sa forme, politiquement, de santé même d'ailleurs, si je crois les gens qui me renseignent, eh bien, il a trouvé là encore un coup à jouer. Et ce coup à jouer, c'est bien. Parce que Issaïas, il ne faut pas penser que les Tegrailles d'Érythrée sont les copains des Tegrailles d'Éthiopie. Ce sont leurs anciens ennemis du temps de la colonisation italienne. Les Italiens ont armé les Tegrailles d'Érythrée. Alors, ce n'est pas parce qu'ils parlent tous le tigrinien que ce sont des amis. Il y a toutes ces confusions qui sont sur la table et entretenues par des gens qui n'y comprennent finalement, je m'aperçois, pas grand-chose. Hein. Et cette affaire-là mérite d'être regardée. Alors après, pour en finir avec les histoires d'irrédentisme, etc., et de sécession, il n'y a qu'une seule région d'Éthiopie qui se sent sécessionniste dans l'âme. C'est presque un métier. C'est la Somalie. C'est la Somalie. Les Somalis, eux, oui, ils voudraient absolument, ils n'en ont rien à fiche de ces histoires éthiopiennes, ça leur pèse depuis toujours, et ils n'ont qu'une envie, c'est de foutre le camp. Pourquoi faire? Rien. Mais de foutre le camp quand même, parce qu'on est mieux à s'étriper entre soi, on se connaît, on parle la même langue, donc c'est plus facile, que d'avoir un type qui, là, au milieu de l'affaire, vient s'immiscer dans nos guerres interclaniques. C'est comme ça que c'est vu par la Somalie. C'est pas autrement. Alors, est-ce que tout ça, ça va faire exploser la région? Bien sûr que non. Je partage complètement ce que vient de dire même M. Gompers. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien sûr qu'ils vont continuer à se battre. Bien sûr que le sang coulera. Ils n'y rechigneront pas. Et tous nos penseurs qui s'offusquent sur les massacres, etc., les crimes contre l'humanité, enfin, tous ces mots qui maintenant ont perdu tout leur sens, qui ont eu leur sens à un moment,
et qui maintenant ont parlé de génocide, etc. Mais c'est absolument ahurissant d'entendre des bêtises pareilles véhiculées par les gens qui sont payés pour en parler. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des luttes internes. Et ces luttes internes, elles ont 2000 ans, ces luttes internes. Et on ne les changera pas. Et il y a une chose que les Éthiopiens détestent, c'est qu'on se mêle de leurs affaires. Et ça, c'est très certainement ce qui contribuera à augmenter les difficultés. Et puis un jour, comme toujours dans ces cas-là, moi j'ai vécu ça en Sierra Leone, hein, quand j'étais attaché de défense, il y a un moment où les gens, du sang, ils en ont assez. Et à ce moment-là, ils trouvent des solutions. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et ça se repassera encore comme ça. Mais de là à voir l'ensemble régional exploser parce qu'il y a eu l'assaut sur une caserne à Chachamene, ou s'il y a eu un problème quelconque dans le Haut-Caïque, non, zéro, ça ne prendra pas, c'est pas vrai. J'en doute vraiment. Alors maintenant, il y a le fait que Abiy Ahmed peut s'arc-bouter sur une position qui va faire durer plus longtemps qu'on pourrait le souhaiter, cette affaire-là. Mais les combats, les conflits, les différends. Mais sinon, je ne crois vraiment pas qu'on ira plus loin que ça. Très bien, mon colonel, merci. Donc, on a compris que c'était finalement quelque chose qui était plus en interne et donc qui n'allait pas aller vers une explosion régionale, de la stabilité régionale, du coup, sur la zone de la Corne de l'Afrique principalement. Tout ce qui concerne, Alizé, tout ce qui concerne l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est une guerre civile. Ouais. On l'appelle comme on veut. Nous, avec nos définitions, avec nos frontières, avec nos États-nations, hein, hérités d'un vieux concept indo-européen, hein, bien décrit par Dumézil, nous ne sommes pas sur la même planète. Complètement, je comprends. Mais du coup, c'était une question qui allait avec celle destinée au colonel. Donc la prochaine qui était pour M. Gompert, qui finalement parlait des tensions qui existaient depuis plusieurs semaines, qu'on note entre le Soudan et l'armée fédérale éthiopienne. Et du coup, on comprend, enfin, du moins dans l'actualité, il est dit que finalement cette situation prend son essence dans le conflit tigréen. Mais est-ce que du coup, une telle situation peut conduire à une escalade de la violence, cette fois bilatérale, entre l'Éthiopie et le Soudan? Alors, je suis désolé, je vais être très ennuyeux parce qu'une fois de plus, je serai d'accord avec le colonel, c'est pas drôle. Mais je crois que son analyse. J'ai pris la parole le premier, monsieur l'ambassadeur. Non, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Bon, on n'est jamais sûr de rien, mais enfin quand même. Juste un mot sur l'Érythrée, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis pleinement d'accord avec vous. L'Érythrée, dans une situation, c'est une dictature abominable, c'est une des rares véritables dictatures vraiment pures qui subsistent en Afrique. Il y a des tas de régimes semi-dictatoriaux, il y a des tas de régimes où il y a des dynastiques, mais enfin, l'Érythrée, c'est vraiment la dictature. J'en connais qu'une seule autre, mais peut-être que j'en oublie, c'est le Swaziland. Mais le Eswatini. Oui. Je suis allé une seule fois en Érythrée. Il y a une chose qui m'a frappé, alors c'est purement anecdotique, c'est un propos journalistique, mais j'ai été frappé par la tristesse des gens. J'avais l'habitude de vivre en Éthiopie. En Éthiopie, les gens vous sourient. Les gens vivent parfois dans des conditions épouvantables, mais les gens sont très souriants. Là, en Érythrée, j'étais uniquement à Asmara. J'ai trouvé que les gens avaient l'air extrêmement tristes. Et c'est vrai que l'Érythrée n'a pas de ressources. Le pays est tenu avec une main de fer. Le service militaire, comme vous savez, est obligatoire naturellement et a duré indéterminée. À l'époque où j'y étais allé, Isaias avait fermé les universités pour être sûr que tous les étudiants iraient à l'armée. Et j'ai entendu que c'était une des raisons du conflit qui avait éclaté entre Djibouti et l'Érythrée, c'est que les troupes étaient face à face, à peu de distance, dans une région très rocailleuse. Et à un moment, des soldats érythréens ont profité de la nuit pour se faire la belle et pour passer chez les Djiboutiens. Alors naturellement, leurs petits camarades, s'apercevant qu'ils avaient disparu, leur ont tiré dans le dos. Ils ont atteint un certain nombre de soldats djiboutiens qui ont répliqué. C'est comme ça que serait né le conflit. Je ne sais pas, mon colonel, si vous avez entendu la même version. J'ai entendu ça, mais je ne suis pas. C'est possible. Je ne sais pas. Enfin, tout ça pour dire que, effectivement,
beaucoup de jeunes Érythréens essayent de fuir, c'est notamment ce service militaire obligatoire. Ça m'avait frappé quand j'avais visité le camp de Chimelba, le camp de réfugiés de Chimelba, donc au nord de l'Éthiopie, tout près de la frontière érythréenne. J'avais discuté avec un certain nombre de gens là-bas. Je ne sais pas ce que ce camp est devenu maintenant, les pauvres gens. Et il y avait au fond deux grandes catégories de réfugiés. Il y avait d'une part des jeunes qui voulaient échapper au service militaire et de l'autre des civils, notamment des femmes qui fuyaient les persécutions religieuses parce qu'elles appartenaient à des dénominations protestantes qui étaient considérées comme le régime d'Issaïas comme des émanations des services d'espionnage américains. Donc elles aussi, elles avaient franchi la frontière, elles se trouvaient en Éthiopie. Donc oui, c'est vrai que l'Érythrée n'a pas réussi grand-chose. Et comme vous l'avez dit, maintenant, Issaïas a l'occasion de faire un coup formidable quand même. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les soldats érythréens vont rester? Les deux gouvernements ont affirmé que maintenant les soldats érythréens étaient partis du Tigray. Beaucoup disent aussi que ce sont leurs uniformes qui sont partis, mais que les soldats érythréens sont restés dans le nord de l'Éthiopie sous uniforme éthiopien. Je suis naturellement incapable de vérifier ce qu'il en est. Je suis d'accord aussi avec ce que vous dites des Somalis. C'est vrai que c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Oui, il y a un vrai désir de partir chez les Somalis. Je suis allé une seule fois en région Somalie sous bonne escorte militaire parce que c'était une région assez agitée. Alors, l'antagonisme avec le Soudan sur le fameux triangle, le triangle d'Al-Fashaga, j'en ai parlé récemment encore avec mes collègues en poste là-bas et ils disent non, c'est une affaire ennuyeuse, mais ce n'est pas une affaire qui va déclencher une guerre entre le Soudan et l'Éthiopie. Ce n'est pas une gravité telle. C'est une situation un petit peu bizarre parce que c'est un territoire dont tout le monde reconnaît qu'il est soudanais, y compris d'ailleurs l'Éthiopie. Mais il y a eu un accord, je crois que c'était en 1972, entre l'Éthiopie et le Soudan, au terme duquel des agriculteurs éthiopiens, des Amaras en l'occurrence, étaient autorisés à exploiter les terres là-bas. Donc, terres soudanaises, mais exploitées par des agriculteurs Amaras. Donc là-dessus, les fondements existent. Maintenant, pour Abiy, il est difficile de reconnaître formellement de nouveau qu'il s'agit d'un territoire soudanais parce qu'il y a des élections, peut-être, dans 2 mois, et évidemment, il ne veut pas s'aliéner ces gens-là. Donc, il est probable qu'il y aura encore que la tension va perdurer, qu'il y aura des accusations de tirs, de survol, de déploiement de troupes, mais je ne pense pas que ça conduise à une escalade. Aucun des pays n'a ni les moyens ni la volonté de le faire. Même si la tension entre l'Éthiopie et le Soudan peut être alimentée par l'affaire du grand barrage de la Renaissance. Ça, bien sûr. Mais le Soudan est quand même assez en arrière par rapport à l'Égypte. L'Égypte est beaucoup plus en pointe. Certains disent, je n'y crois pas beaucoup, mais enfin, certains disent que l'Égypte pourrait avoir joué un rôle dans les troubles intérieurs en Éthiopie, parce que l'Égypte n'a évidemment pas les moyens de s'en prendre militairement à l'Éthiopie, ne fût-ce que parce qu'il y a le Soudan entre les deux. Et l'Égypte est légitimement assez inquiète de voir se remplir le grand réservoir. Elle craint, si jamais le débit du Nil venait à diminuer, de ne plus avoir suffisamment d'eau pour sa propre irrigation. Je ne pense pas que le Soudan s'aligne plutôt sur l'Égypte. Je vois mal quand même le Soudan se livrer à un jeu d'hostilité ouverte avec l'Éthiopie. Le Soudan, qui a lui-même un régime assez fragile et assez neuf, aurait trop à perdre. Donc non, je ne pense pas. Que la tension puisse subsister quelque temps, c'est vraisemblable. Mon sentiment, si je lis dans ma boule de cristal, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Oui, je partage ce point de vue. Alors, l'histoire du fameux triangle, comme vous le disiez, c'est ça, hein, c'est un accord ancien qui marchait bien finalement. Et encore, je crois là qu'il y a maladresse d'Abiy. Oui. Les Soudanais, ça se négocie. Hein. Surtout que moi, je sais où c'est, j'ai connu ce point-là au moment de la première affaire des Falachas, du premier retrait des Falachas. À partir du Soudan.
le film là, Bavier de Lien, c'est un secteur qui n'a pas été utilisé par les populations arabes du coin et qu'effectivement, les Amaras et les Teugrades également ont occupé. C'est juste dans le prolongement du pays Teugraï. Hein. Mais ça, c'est des choses qui se négocient. Oui. Ça ne va pas. Et bien sûr, le Soudan n'est pas en mesure d'entreprendre une guerre contre l'Éthiopie. Quant à l'histoire du barrage, bon, il est toujours prévu que le bassin soit rempli en 5 ans. Il y a toujours difficulté avec le Soudan et surtout l'Égypte. Mais d'après ce que je sais, il y a, qui ne sont pas officiels, après l'échec des conversations de 2020, il y a des pourparlers. Et en fait, ce qui achoppe encore à l'heure actuelle, c'est le positionnement de l'Éthiopie en cas de sécheresse, oui. Où donc le débit des eaux du Nil varierait, et aussi, surtout, la mise en place comment dirais-je, de structures de négociation en cas de difficulté. Là-dessus, ça choque. Mais pour le reste, je crois que la cause est quand même à peu près entendue. Le barrage se remplit, hein, le lac se remplit. De toute façon, entre le barrage de la Renaissance et l'Égypte, il y a le barrage de Zaïres au Soudan, il a son propre lac de retenue. Une fois que les bassins seront remplis, je crois que cette affaire-là tombe. Alors, maintenant, quand même, alors le Soudan, complètement hors de course pour engager une guerre quelconque, il n'en a pas les moyens, il est trop fragile, effectivement, comme vous dites, politiquement. L'Égypte a quand même, elle ne peut pas venir faire la guerre en Éthiopie, mais elle sera en mesure de détruire le barrage. Elle a acheté des Mirage Rafale, elle a acheté des Rafales, et les Rafales peuvent sérieusement, très sérieusement endommager le barrage. Alors maintenant, sur le plan stratégique, la catastrophe absolue qu'une telle action induirait, ça, c'est encore une autre affaire. Après, en Éthiopie, il y a bien sûr des études à l'heure actuelle qui sont menées, pas forcément d'ailleurs, enfin, à propos de l'Éthiopie, sur l'opportunité sur le plan écologique et sur ce que peut avoir comme conséquence la construction du grand barrage. Ça, c'est encore autre chose. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions fort intéressantes. Du coup, on va peut-être accélérer un petit peu pour les dernières questions parce que le temps file. Donc, la prochaine question, en fait, vous avez en partie répondu, colonel, c'était justement sur le principe du régime fédéral éthiopien. C'était que, est-ce qu'au final, l'exemple du Tigré vers une volonté d'autonomie, mais on l'a compris, c'est plus complexe que ça, n'inciterait pas d'autres États en fait fédérés à calquer ce combat pour affaiblir au final l'influence centrale d'Addis Abeba sur ces territoires. Mais on a évoqué le cas de la région Somalie qui, elle, comme vous le disiez, est une région sécessionniste dans l'âme. Mais autrement, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut se calquer sur une autre région ou pas du tout? Non, je ne pense pas. Maintenant, en Éthiopie, il y aura toujours quelques shiftas, quelques bandits dans la pampa qui seront en train de faire le coup de feu contre leurs voisins de palier, hein, ou d'oasis, ou de palmeraie. Ça, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas dire ça de nos jours, mais comme nous sommes entre nous, je vais quand même le dire, il y a des peuples qui aiment la guerre. Et qui, quand ils la font, il faut avoir vu les Éthiopiens faire la guerre. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Il n'y a pas cette réticence structurelle que nous, dans nos peuples, nous avons maintenant pour ça. Il y a des gens qui, bien sûr, aiment vivre en paix, qui sont joyeux, qui aiment leur famille, qui ne rêvent pas de partir en campagne. Mais quand la guerre est là, l'adrénaline est là, eh bien, il faut les voir. Il fallait voir en 91 ces gamins, hein, ces gamins de 16 ans, 17 ans, 20 ans, des filles. Il y en avait une devant l'ambassade de France en bas à la grille.
Elle avait deux chaussures, deux pieds droits et deux marques différentes, en guenilles, et qui étaient des combattants exceptionnels et qui manifestement aimaient ça. Devant l'ambassade, ils avaient pris quelqu'un à voler. Il fallait voir comment ils l'ont abattu, quoi, hein. Il y a une sorte il y a une relation à la violence, il y a une relation à toutes problématiques, hein, surtout les jeunes gens en France, où on est habitué à quelque chose de très soft, de très agréable. Nos problèmes, c'est de savoir si on va pouvoir sortir dimanche en dépit du confinement. Ce n'est pas des histoires de vie ou de mort, nos affaires. Et l'Éthiopie, c'est autre chose. Alors l'Éthiopie, il n'y a pas qu'Éthiopie d'ailleurs, hein, mais en Éthiopie, en plus de ça, il y a le talent, hein, parce que c'est un pays qui a des gens talentueux, des gens talentueux sur le haut plateau, talentueux pour travailler, talentueux, courageux, et courageux non seulement pour travailler, mais courageux également pour aller au combat. Il faut se souvenir d'Adwa. L'histoire de l'Éthiopie, ce n'est pas un hasard. L'Éthiopie, c'est le pays qui a eu le plus de souverains morts au combat de la planète. Hein, on n'est pas chez les bisounours, là. Il faut donc admettre ça. Il ne faut pas se voiler la face. C'est leur être qui est comme ça. Et ça a des inconvénients, bien sûr, mais ça a aussi la qualité du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. J'avais vu. Merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion. Du coup, on va passer à la dernière question avant les questions du public et donc du coup des questions plus ouvertes ou plus précises. Donc la dernière question est pour Monsieur Gompertz, qui était du coup liée à l'Érythrée. C'est-à-dire qu'en fait, la région du Tigré, donc on l'a bien expliqué, est au final à cheval entre le Tigré et l'Éthiopie. Et est-ce que justement cette région qui est placée de façon assez stratégique ne serait-elle pas favorable à une forme d'ingérence de l'Érythrée sur le territoire éthiopien? Et est-ce que, si oui, au final, est-ce qu'on peut craindre au retour d'un conflit entre ces deux pays qui, comme le colonel l'a souligné plus tôt, sont quand même en paix depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed en 2018? Je vous laisse répondre pour la dernière question. Alors, je réponds d'abord à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'un conflit entre les deux pays peut reprendre? Non, j'y crois absolument pas. Parce que ce conflit, quand même, a été très coûteux en vies humaines. Il a coûté 80 000 morts. Et puis, au fond, pour pas grand-chose. Et les enjeux, il n'y a plus vraiment d'enjeux. L'enjeu officiel de la paix armée entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ça a été la région de Badmé. Alors, c'est toute la question de ça. On avait délimité la frontière, mais on ne pouvait pas la démarquer sur le terrain. Des deux côtés, on donnait d'excellentes raisons. Les Érythréens voulaient qu'on démarque, les Éthiopiens ne voulaient pas parce qu'ils disaient qu'on risquait de passer à travers les maisons, de séparer les gens d'une même maison entre deux pays différents. Bon, tout ça, ce n'était pas le véritable enjeu. Je me rappelle, j'avais parlé avec un haut militaire éthiopien qui avait dit ah oui, effectivement, cette zone hautement stratégique de Batmé, il avait dit ça avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'était clair, il s'en foutait complètement, c'était purement symbolique. En revanche, il y avait des enjeux économiques et je pense que là, la question est assez largement résolue. J'avais une fois posé la question à l'ancien ministre des Affaires étrangères éthiopien, Seyum Mesfin, qui a rejoint le TPLF et qui est mort dans des circonstances assez obscures. Je pense qu'il est vraisemblable qu'il a, enfin, d'après le gouvernement éthiopien, il est mort les armes à la main, je n'en crois pas un mot, je pense qu'il a été descendu. Mais enfin, il avait pris politiquement parti récemment pour le TPLF. Mais à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, je lui avais demandé, au fond, quel est le véritable enjeu, à part Badmé, qui n'est qu'un prétexte, entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Il m'avait répondu, number one, Assab, le port d'Assab. Number two, Assab. Number three, Assab. Assab, entre Assab, le port d'Assab, qui est un port en eau profonde, et l'Éthiopie, il y avait 40 km. Donc, c'était pour l'Éthiopie un débouché naturel, mais que l'Éthiopie ne pouvait pas utiliser. Si maintenant la paix est établie, elle est établie entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le commerce commence déjà à se développer et chaque pays y trouve son avantage. D'autant plus que c'est une source de revenus. À l'époque,
quand j'étais en poste en Éthiopie, l'opposition au régime de Mélès, qui jouait volonté la carte nationaliste, disait il faut reconquérir Assab, ou en tous les cas, il faut établir un corridor, genre corridor de Danzig. Et je sais que j'avais, comme tous mes collègues, des contacts avec l'opposition, et je leur avais dit, mais enfin, vous croyez au Père Noël, c'est pas possible, ça ne marchera jamais, ça. C'est un territoire érythréen. Et j'avais posé la même question à Meles Zenawi. Et Meles Zenawi m'avait répondu, on veut utiliser Assab sur une base commerciale. C'est une ville, c'est un port érythréen, on paiera des droits comme la Hongrie paye des droits pour utiliser le port de Trieste, par exemple, ou le port de Rotterdam. Donc, ça ne pose plus de véritables problèmes. Alors, je ne crois vraiment pas qu'une nouvelle guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée soit possible. Alors, que veut l'Érythrée? Ça, c'est évidemment, et là, j'essaie de répondre à l'ensemble de la question, c'est difficile à dire. Certainement, il doit y avoir une dimension, disons, personnelle ou de faction. Les Érythréens, le régime érythréen veut régler son compte au TPLF. Il y a quand même pas mal une vieille hostilité et c'est l'occasion de régler leur compte aux hiérarques du TPLF qui sont encore en vie et qui sont encore au Tigray. Parce que tous n'ont pas rejoint la rébellion quand même. Il y en a qui restent avec le gouvernement d'Abiy Ahmed. Je vois qu'il y a d'ailleurs une question très pertinente là-dessus. Qu'est-ce que peut recevoir l'Érythrée en échange de son intervention? C'est difficile à dire. Une satisfaction de prestige, certainement. Avoir contribué à liquider le TPLF en tant que pouvoir, je pense que pour Issaïas, c'est important. Une reconnaissance de son rôle, une reconnaissance internationale, et puis sans doute aussi des avantages économiques, la constitution ou le renforcement de corridors économiques, avec quand même le danger pour le régime érythréen, qui est un régime dictatorial, que l'enrichissement du pays puisse conduire à mettre en cause la légitimité de son pouvoir. Donc, là-dessus, je pense qu'ils vont y aller très, très, très prudemment parce qu'ils voudront maintenir leur mainmise sur le pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était parfait, vous inquiétez pas, c'était très bien. C'est ça. Attends, oui, pardon, allez-y. L'hypothèse du couloir, ça avait été évoqué en 92. J'étais allé avec Paul Guijoux à Asmara et l'idée, c'était effectivement de faire un couloir, modèle couloir de Danzig. Ça avait été proposé par l'amiral Labrousse, juste la route entre Assab et Dabelima, qui est le poste frontière, 40 km plus loin. Mais ce problème de l'enclavement de l'Éthiopie, ça avait été un problème énorme. Bien sûr qu'ils ont un coup à jouer, là, les Érythréens. Ouais. Ils ont perdu. Ils ont perdu parce que l'Éthiopie s'est repliée sur Djibouti, et a ouvert l'hypothèse de Berbera au Somaliland, qui est un pays non reconnu, mais qui marche plutôt bien. Et il y a encore l'hypothèse de Massawa, qui irrigue tout le nord. Exact. Non, merci. Pardon. Pardon de vous avoir coupé. Je vous remercie infiniment pour ce complément d'information, du coup, colonel. Alors, écoutez, c'était la fin des questions, des questions-réponses. Donc, on va passer aux questions du public que ma camarade Pauline Lepin va vous poser. Donc, je lui laisse la parole. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais poser les questions du public à nos intervenants. Alors, la première question, c'est Justine Ferreira-Rollo qui la pose. Et c'est en rapport avec l'aspect humanitaire de cette crise au Tigré. Alors, pourquoi est-ce que cette crise, qui semble si importante, reste silencieuse, notamment au niveau international et pourquoi, justement, à ce niveau international, notamment, on pense à l'ONU, aucun accord, aucune intervention ne semble s'activer pour réagir face aux exactions qui sont commises dans la région. Je laisse la parole à l'intervenant qui se sent de répondre. Monsieur Gompert, Monsieur Fautrier. Je vais peut-être commencer. Je crois qu'il y a deux aspects. Il me paraît effectivement un peu surprenant que l'opinion publique internationale, que la presse en parle si peu. Ce qui se passe, même si c'est difficile à conjurer, même si c'est un peu dans la nature des choses, ce qui se passe est quand même épouvantable. Il y a des drames humains,
quels que soient les chiffres, parce que là-dessus, on a des bruits contradictoires. Et c'est vrai que la presse en parle relativement peu, Amnesty International en parle, mais pas beaucoup. En ce qui concerne l'ONU et les gouvernements, je répondrai deux choses. D'une part, il y a des interventions, mais elles sont discrètes. Elles sont discrètes parce que on sait que, on connaît les Éthiopiens, les Éthiopiens sont un peuple extrêmement fier, et là je rejoins ce que disait le colonel tout à l'heure, tout ce qui s'est perçu comme une ingérence risque d'être contre-productif. Et ça, j'en ai une expérience personnelle, puisque quand j'étais en poste après les élections de 2005, avec un certain nombre de mes collègues, nous avons tenté d'appuyer les tentatives de dialogue, de médiation entre le gouvernement et l'opposition. Les chefs de l'opposition étaient en tôle à l'époque, et moi-même, avec quelques autres collègues, je leur ai rendu visite, et on a appuyé des efforts. Mais on a fait ça très, très, très discrètement. Parce que toute intervention publique risquerait, à juste titre d'ailleurs, d'être perçue par les Éthiopiens comme une ingérence insupportable. Il ne faut pas oublier quand même que les Éthiopiens ne perdent pas une occasion de rappeler qu'ils sont le seul pays d'Afrique à ne jamais avoir été colonisé. Ils ont été occupés, certes, par les Italiens, mais n'ont jamais été colonisés. Et les Éthiopiens sont extrêmement fiers de leur passé. Ils nous rappellent aussi qu'ils ont été christianisés avant l'Europe occidentale. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et ça, c'est au fond, c'est le deuxième facteur que je citerai. Compte tenu du climat psychologique, toute intervention doit être prudente et doit respecter le souci d'indépendance, la fierté, la dignité, et puis éthiopienne. Et c'est vrai, comme le disait le colonel, les Éthiopiens sont un peuple extrêmement talentueux. Donc, il doit être traité avec respect. Alors, si on s'amène en prescripteur en disant maintenant, ce que vous faites est abominable, et vous allez voir ce que vous allez voir, ben là, évidemment, on va dans un mur. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faille affirmer l'impunité pour les crimes qui ont été commis. La question se posera un jour. Pour l'instant, l'urgence n'est pas là. Pour l'instant, l'urgence est d'essayer de trouver une solution pour arrêter les combats, et qui continuent, les combats, les attentats, et c'est de venir en aide aux populations qui en ont besoin. Donc, il y a déjà eu des progrès. Maintenant, les ONG ont, ça c'est un très important, c'est un pas capital, les ONG ont accès, au moins officiellement, au Tigray. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin d'autorisation. Elles peuvent y aller avec une simple notification. Elles envoient un email aux autorités éthiopiennes en disant « nous avons l'intention d'aller à tel endroit » et elles peuvent y aller. Ça, c'est un progrès énorme. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent aller partout, notamment dans l'Ouest, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des violences, parce qu'il risque, il y a de temps en temps des camions d'aide humanitaire qui sont brûlés. Donc, il y a un risque. Mais enfin, les agences d'aide et les agences humanitaires, l'ONU aussi, peuvent y aller. C'est un progrès, ce n'est pas suffisant. Il faut essayer de progresser vers un accord, vers une cessation des violences, mais ça ne pourra se faire que par une recherche très patiente d'un dialogue. Encore une fois, je me fonde sur l'expérience que j'ai connue en 2005. Finalement, grâce aux efforts, ce n'est pas aux efforts de la communauté internationale, c'est grâce aux efforts de ce qu'on appelait à l'époque les Shimaglé, les elders, donc des sages éthiopiens, qui ont joué des médiateurs entre le gouvernement et l'opposition et qui ont été fortement appuyés effectivement par la communauté internationale, en l'occurrence par les ambassades, les chefs de l'opposition ont été libérés. Mais combien d'efforts il a fallu, et à chaque fois, on marchait sur les œufs. Et juste, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, vous évoquez principalement la fierté du peuple éthiopien qui du coup les rend assez réfractaires aux ingérences extérieures. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté d'accès à l'information, notamment voulue par le gouvernement éthiopien? Parce que c'est ce qu'on lit principalement dans la presse, c'est le manque de sources et d'informations fiables en raison notamment de coupures des réseaux, d'Internet, etc. Est-ce que ça a joué? Oui, certainement. Vous avez raison, ça a joué. L'accès à l'information est difficile et on entend tout et son contraire, et on entend absolument n'importe quoi, des deux côtés d'ailleurs.
Et on a notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si on lit sur Facebook, sur Twitter, ailleurs, on lit des propos totalement contradictoires. Il est très difficile de se faire une idée exacte de ce qui se passe. Ce qui paraît certain, c'est que ça fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de victimes. Le nombre des réfugiés, on ne sait pas très bien, mais enfin, on les compte certainement par réfugiés et personnes déplacées par dizaines, voire centaines de milliers. Il apparaît aussi probable que les Érythréens ont pillé assez largement, euh, notamment, et qu'ils ont emporté tout ce qu'ils ont pu emporter. Il apparaît à peu près certain aussi qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu des viols. En avoir le décompte exact, c'est très difficile. Et c'est vrai que l'information, il est compliqué pour ceux qui essayent de témoigner, de donner des témoignages. Cela dit, on y arrive quand même. Hier, j'ai participé à un autre webinaire sur l'Éthiopie aussi, qui était organisé depuis les États-Unis. Et nous avons parlé à une dame qui travaille pour une agence, pour une organisation humanitaire et qui revient de Tigray. Et ce qu'elle nous a dit, effectivement, est assez glaçant. Mais elle-même nous dit, moi, j'ai pu aller à Mekele, j'ai pu aller à Shiré, mais il n'était pas question d'aller dans l'ouest parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et les informations que j'ai pu avoir, notamment en parlant aux gens, en parlant aux victimes, restent forcément assez fragmentaires. D'accord, ça confirme bien ce que j'ai pu lire un peu partout. C'est essentiellement des témoignages recueillis par les organismes sur le terrain qui constituent la masse d'informations qu'on a et pas tellement des informations journalistiques pour l'instant. Est-ce que, colonel Fontrier, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Non, c'est ça le mot, le maître mot quelque part finalement, et qu'il faut prendre en compte, c'est le goût, surtout des Amaras, mais également des gens du Tigray, pour le secret. C'est un maître mot. Et nous, les Européens, nous ne sommes pas considérés comme ayant quelque chose à dire de particulier. Les Éthiopiens, même les intellectuels, se souviennent très bien de notre forfaiture au moment de l'invasion de Mussolini. Il y a des tas de choses comme ça qui éventuellement vont ressortir. On n'a jamais été brillants et ils ne trouvent pas qu'on soit particulièrement pertinent pour leur donner des leçons de quoi que ce soit. Alors maintenant, je vous le disais tout à l'heure un petit peu au sujet du barrage, il y a effectivement une diplomatie discrète qui se fait. Et là, j'abonde absolument dans ce qui vient d'être dit. C'est la seule chose qui peut fonctionner en Éthiopie, c'est le fait d'être discret. Si vous commencez à battre tambour sur la place du village en leur disant que ce sont tous des assassins et qu'ils ont tous tort, là, vous avez gagné. La guerre n'est pas prête de se finir. Maintenant, sur le plan des médias, il y a encore autre chose. Il faut aussi considérer que vous avez la mort du prince Philippe, vous avez le Covid, vous avez le Brexit, vous avez la Russie, la Russie notamment, qui sont des choses qui, pour le Gaulois moyen de Garges-les-Gonesse, peut être plus important que ce qui se passe dans le fond du Tigray. D'accord, effectivement. Ce n'est pas la priorité des médias. Oui, je reprends la parole juste un moment au risque de me contredire. Avec un certain nombre de collègues anciens ambassadeurs en Éthiopie, au même moment, nous avons, au début du conflit, publié un communiqué qui est paru, je crois, dans un journal éthiopien et puis aussi, je crois, dans un journal américain. Donc, c'était une ingérence, mais nous l'avons fait en liaison avec des amis éthiopiens, avec une extrême prudence. Et un des messages essentiels que nous avons essayé d'émettre, c'est que seuls les Éthiopiens peuvent trouver une solution à la crise. Ce n'est pas l'étranger qui pourra le faire. Tout peut être dit. Si ça vous amuse, je vous enverrai le texte. D'accord, oui, on est toujours preneur de sources d'informations supplémentaires. Il y a une question qui a été posée par Pierre. Alors, vous y avez déjà partiellement répondu tout à l'heure, notamment en évoquant la supposée ingérence de l'Égypte dans le conflit. Est-ce que, hormis l'armée érythréenne, les milices Amara et potentiellement l'Égypte, il y aurait eu d'autres ingérences extérieures ou internes à l'Érythrée, avérées ou supposées pendant ce conflit? J'en sais rien. Il y a eu une ingérence au Tigray, c'est celle de l'armée fédérale.
C'est comme ça que c'est vécu. Parce que D'accord. En France, on a une armée tout à fait particulière dont le travail est de lutter contre ses concitoyens. Ça s'appelle la gendarmerie. Gendarmerie, elle est là, elle ne fait pas la guerre contre un ennemi externe, elle fait la guerre interne. Mais là, en Éthiopie, l'armée fédérale, elle n'est pas ressentie fondamentalement comme ça. Sauf que les constituants de cette armée fédérale ne sont pas forcément aussi multiethniques qu'on pourrait l'attendre. Hein. Et quand vous envoyez une armée fédérale, la majorité Oromo, des unités de l'armée fédérale, la majorité Oromo, casser de la Mara au Butte-Graille, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. C'est essentiel dans le déroulement des opérations. Très bien. Merci, colonel Fontrier. Est-ce que M. Gompert a quelque chose à ajouter concernant cette question? Non, je crois que le colonel a tout dit. D'accord. Alors, j'ai une ultime question. Tout à l'heure, M. Fontrier, vous parliez des exactions qui sont commises dans le cadre de ce conflit en Éthiopie, en disant que la dénomination de crime contre l'humanité, etc., était désuète et plus adaptée à la situation. Est-ce que vous pouvez développer éventuellement votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est une question de sémiologie, de sémantique ou autre chose, de Alors, concept? je n'ai pas dit que c'était désuet, bien sûr. Il n'y a rien de désuet, hélas. Hein, de même que le concept de génocide n'est pas non plus désuet. Mais je dis simplement que ce sont des faits qui n'ont rien à voir avec la réalité éthiopienne. J'ai vu le massacre au Rwanda. Hein. Alors là, je peux vous en expliquer des choses là-dessus. Il faut prendre des livres d'histoire. Il faut savoir ce que c'est qu'un génocide. Il faut reprendre des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et surtout les périodes qui ont précédé. Là, vous allez avoir des affaires de génocide. Vous lisez ce qui s'écrit sur Pol Pot au Cambodge. Hein, où vous avez même là un autogénocide. Fantastique, ça. Hein, un autogénocide. Hein. Après, les crimes contre l'humanité, c'est pareil, ce sont des concepts. Allez aux sources. Je ne vais pas vous les développer ici, on en a pour 2 heures. Hein, mais allez aux sources, ce sont des concepts qui ont été clairement définis parce que justement, il ne fallait pas en abuser. Mais l'ignorance a fait qu'on en a abusé et on les a attribués à n'importe quoi. Hein. Vous avez des massacres dans le nord de la République démocratique du Congo avec l'armée du Seigneur. Vous avez des massacres. Tous les jours, vous avez des centaines de milliers de morts. Personne n'y va, ça n'intéresse personne parce que personne ne peut y aller et surtout ne veut y aller, probablement. Mais ça, là, vous avez des crimes contre l'humanité. Hein. Quand, pendant une guerre dans l'est du Congo, on a mangé tous les pygmées, les toits. Pourquoi? Parce que les toits, par exemple, manger un toit, un pygmée, ça donne des forces. Hein. Bon. Il n'y a plus de toits dans certains endroits. Alors là, vous pouvez parler de massacre, mais pas par une exaction une exaction, j'irais même presque dire, c'est affreux ce que je veux dire, une exaction qui a mal tourné, hein, une représaille qui a mal tourné. Il ne faut pas confondre les choses, parce qu'après, on banalise les concepts. Et en banalisant les concepts, eh bien, on leur enlève leur force. Et quand le concept, c'est Pierre et le loup, et quand la véritable affaire arrive, eh bien, on ne fait plus la différence. Alors, attention aux mots que vous employez. Pauline, je vous repasse la main. Merci. C'est beaucoup plus clair du coup, parce que ça avait vraiment piqué ma curiosité. Je me doutais que c'était une question de terminologie, mais merci pour ce développement. J'ai une question qui vient d'arriver de Nicolas. Alors, il se demande si le Soudan pourrait acquérir définitivement le triangle d'El Fashaga qu'il a occupé à l'occasion de la guerre dont on a parlé tout à l'heure. C'est à lui. C'est au Soudan. Le problème, c'est qu'il y a 40 ans de ça, il y a eu un accord qui a été passé avec des Amaras qui avaient traversé la frontière. Une frontière en Afrique, c'est quelque chose de tout à fait... ça n'a pas de sens. Vous avez même des peuples... En Somalie, par exemple, les Somalis, il n'y a pas de mot pour dire frontière. Ils ont cherché un mot arabe, faute de pour le trouver. Hein.
Bon, il y a des paysans qui sont allés cultiver parce que c'était irrigué, parce qu'il y avait de l'eau, etc., qui sont installés. Tout à coup, les Soudanais les ont vus, ils ont dit qu'est-ce que vous fichez là? Et dit ben, on cultive. Ah bon, vous cultivez? Tension. Et le gouvernement d'Addis Abeba et le gouvernement de Khartoum se sont entendus pour que bon, ben, il resterait là. Voilà. Et c'est ce qui, par maladresse d'Abiy d'ailleurs, vient d'être remis en cause. Mais le triangle d'El-Fashaïka, c'est à eux, c'est soudanais. Même si la frontière n'est pas extrêmement précise. Il y a deux bornes frontières qui sont tirées, mais bon, entre les deux, il pourrait y avoir une meilleure appréciation du terrain. Mais ça, c'est toujours la même chose. Vous savez, si vous découpez, vous achetez à la FNAC une carte du Congo, de la République du Congo, et une carte du Gabon, et que vous découpez sur les frontières, vous allez vous apercevoir que ça ne colle pas, que ce n'est pas exactement ça. Pourquoi? Parce qu'au moment de la colonisation, eh bien, un jour, il y a un chef de district qui a échangé un bout de terrain parce qu'il voulait faire un petit terrain d'atterrissage et que chez lui, c'était pas tout plat. Et son copain d'en face, il voulait faire un terrain de golf. Donc, ils s'étaient échangés deux bouts. On n'a jamais régularisé. Tant que vous ne trouvez pas dessous du pétrole, des diamants ou du niobium, le problème ne se pose pas. Là, c'est l'Afrique, patron. Merci. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions du public. Je vous remercie d'y avoir répondu aussi précisément. Et je passe la parole à mon collègue Alexis pour la conclusion de la conférence. Alexis qui doit allumer son micro. Je vais parler dans le vent. Écoutez, ce que je disais, messieurs, c'est nous vous remercions au nom de l'association et de mes camarades pour vos interventions qui étaient très intéressantes et très passionnantes. Je parle en mon nom, mais je suppose aussi pour tout le public. Le replay sera disponible. Je remercie également tous les participants. Je remercie également Pauline et Alizé et messieurs Fontrier et Gompertz. Nous vous enverrons les liens du replay si vous souhaitez y avoir accès. Je parle notamment pour les personnes qui n'ont pas pu y avoir accès au tout début de la conférence. Merci à vous et bonne soirée et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Et merci pour l'intérêt que tous vous portez à ce fabuleux pays. Merci à vous, monsieur. D'avoir pu partager vos expériences et alimenter notre intérêt du coup. Exactement. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci infiniment. Bonne soirée.